That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Vous le savez, moi j'aime renouer le dialogue avec des invités qui sont déjà venus sur la chaîne. Il faut savoir que Philippe Roger était venu pour nous parler d'un livre qu'il avait écrit, un livre sur Grémillon. Et puis s'était passé un truc bizarre pendant l'émission, c'est que je m'étais aperçu que vous étiez l'auteur d'un film que j'aime, enfin, oui, d'un film, d'une conversation avec Serge Danet. C'est un moment bizarre qui m'est apparu. Genre, c'est pas possible, c'est vous. Donc voilà. Et l'émission était vraiment bien. Et je crois que ça vous a plu parce que vous êtes revenu vers moi. J'aime bien le préciser parce que ça me fait vraiment plaisir et c'est important d'être revenu vers moi avec deux propositions littéraires, enfin une que vous avez écrite et puis une autre, on va en parler, autour du cinéaste du cinéma de Jaime Rosales, deux livres. Alors, votre livre, L'Ange écoute, vivre avec les films de Jaime Rosales, c'est édité chez Libelle, je le montre là. Le titre, c'est L'Ange écoute. Vous l'expliquez, mais vous allez, je pense, avoir la gentillesse de nous réexpliquer un peu plus tard pourquoi ce très beau titre. Et puis aussi, en parallèle, c'est important, il y a un livre qui s'appelle La caméra et la plume, qui est une espèce de recueil de notes à la Tarkovsky, à la Bresson, mais pas du tout, à la Jaime Rosales, point final. Et c'est édité chez Libelle encore, et c'est assez important, je le montre là. Et bien évidemment, avant de laisser la parole à Philippe Roger, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée aux deux livres sur le site de la maison d'édition. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Première question, très simple, comment allez-vous? Écoutez, je vais bien. J'ai deux livres qui paraissent cette année à quelques mois d'intervalle, celui aux éditions Libelle dont nous allons parler, et début juin, un livre chez mon éditeur de chevet qui est Yellow Now, dont on aura peut-être l'occasion de reparler, qui s'appelle L'attrait des larmes. Donc oui, je vais très bien. Ah bah il va falloir que vous reveniez. Il va falloir que vous reveniez, c'est obligatoire. En plus, j'aime beaucoup cette série-là de l'attrait chez Yelenov qu'on salue. Et bien évidemment, on salue aussi la maison d'édition Libelle pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Alors, on va une maison d'édition que j'aime beaucoup parce que c'est une maison d'édition qui concilie le texte et l'image. Oui, c'est une vraie proposition de beaux livres et de livres profonds. On y met littérature et cinéma. Alors, dans La caméra et la plume, tout au début, hein, je crois que c'est non, pas dans La caméra et la plume, pardon, excusez-moi. C'est dans l'introduction de L'Ange écoute où Jaime Rosales écrit un texte. Il dit à un moment, je l'ai noté, la chose véritable que je tente de réaliser est l'idée du film, ou plutôt l'idée du cinéma. Est-ce que on pourrait partir de ça pour comprendre votre rapport à ce cinéma-là? Oui, c'est un cinéma qui réfléchit sur le langage du cinéma pour faire des films. Et je crois que c'est une voie d'accès indispensable pour faire du cinéma. Enfin, ce que Bresson appelait, puisque vous avez fait allusion note sur le cinématographe. C'est-à-dire vraiment une écriture par le cinéma avec des images et des sons. Oui, oui, je crois vraiment. Je crois. Mais est-ce que ce que dit à ce moment-là, ce qu'il écrit à ce moment-là, Jaime Rosales, est-ce que ça pourrait être perçu comme quelque chose, pardonnez-moi cette question provocatrice, quelque chose comme un peu banal aujourd'hui en 2025 ou pas du tout? Eh bien, pas du tout, justement. Je pense qu'au contraire, à notre époque où le numérique a remplacé en grande partie l'analogique, par exemple, et où Jaime, lui, continue en revanche à tourner en pellicule, je crois que ce sont des données vitales pour l'avenir du cinéma. Donc, ce ne sont pas des truismes, ce sont au contraire des vérités qui sont très bonnes à réentendre pour comprendre ce qu'est vraiment le cinéma, je pense. Comment vous avez, vous l'expliquez très bien, comment vous avez rencontré et son cinéma, mais aussi le cinéaste, parce que c'est ça qui est très important, et on parlera après de l'intériorité du livre, mais le fait est qu'il n'y a pas qu'un regard sur le film, il y a aussi le compagnonnage de ce cinéaste qui est toujours là. Donc, comment vous le rencontrez, ce cinéma et ce cinéaste? Vous avez l'art de poser des questions essentielles puisque vous avez employé le mot de rencontre. Et je crois que pour moi, l'art se définit par ce mot. C'est-à-dire que je n'ai jamais considéré que l'art pouvait être autre chose qu'une rencontre. Rencontre avec une œuvre,
Mais par-delà l'œuvre, rencontre avec son auteur. Alors, je sais bien que l'auteur, c'est un gros mot à notre époque, mais je l'emploie toujours parce que je pense que c'est le mot juste. Oui, et je me suis fait la réflexion finalement que mon rapport à l'art, et notamment en l'occurrence avec le cinéma, est toujours passé par la rencontre. Quand j'étais jeune cinéphile, j'ai rencontré Robert Bresson, j'ai rencontré François Truffaut. Ce sont des rencontres qui m'ont marqué. Et quelques années auparavant, ma première rétrospective que j'ai vue en salle, c'était une rétrospective Jean Renoir, et Renoir très gentiment avait envoyé un petit mot en disant qu'il s'excusait d'être retenu en Amérique et de ne pas pouvoir nous rencontrer pour cette rétrospective. Donc oui, l'idée de la rencontre m'a toujours accompagné. Vous avez aussi employé le très beau mot de compagnonnage. C'est-à-dire que je pense que bon, c'est formidable de rencontrer des créateurs, bien sûr, parce que c'est comme une rencontre amoureuse finalement. On va être nourri dans notre existence par l'existence d'un autre être finalement à travers ses œuvres. Mais ce qui est formidable, c'est quand ça se déploie dans le temps. Et j'ai eu la chance d'avoir comme ça quelques compagnonnages dans ma vie. Par exemple, peut-être un des premiers, ça a été avec le cinéaste Paul Vecchiali. On est devenus proches. J'ai accompagné ses films et il a accompagné mon écriture. Donc ça a été important. Plus important encore, un de ses amis, Jean-Claude Guiguet, quelqu'un qui a énormément compté pour moi dans ma vie, et je tiens à en parler. C'est le 20e anniversaire de sa disparition cette année. Figurez-vous, il est mort il y a 20 ans. Et on l'a un peu oublié, alors que je pense que c'est un des cinéastes, même s'il est discret, un des cinéastes majeurs du cinéma français. J'ai édité un livre de ses textes parce qu'il était non seulement un grand cinéaste, mais aussi un grand critique. Et on est devenus vraiment très proches. Et il me faisait part de ses projets de films. Je lui faisais part de mes réflexions sur ses films. Oui, il y a eu un compagnonnage. Et quand il a disparu en 2005, il y a eu un vide, évidemment, pour moi. Et le hasard fait que 2 ans plus tard, j'ai découvert, donc en cours de route, le 2e film de Jaime Rosales. C'est-à-dire, je suis passé à côté du premier, qui était, faut dire, un sujet qui m'intéressait pas forcément a priori. C'était sur un serial killer dans le quotidien de l'Espagne du début des années 2000. Non, ça, je l'ai raté. En revanche, La Soledad, déjà, je trouvais la forme extrêmement intéressante du film. Et le fait est que il était là, Jaime était là, et il aime beaucoup, et qu'il dit que contrairement à beaucoup de cinéastes qui préfèrent le tournage à la promotion, lui il aime beaucoup ce qu'on appelle un peu vulgairement la promotion, qui est en fait la rencontre avec le public. Et donc il était là, et on a vraiment commencé à échanger, et c'était formidable. Et un peu plus tard, c'est vrai que est arrivé un des plus grands films des années 2000, je pense, qui est Rêve et Silence. Et alors là, ça c'est bien sûr, là on est vraiment devenus des compagnons de route. Et sa préface à mon livre m'a beaucoup touché parce que finalement, il m'éclaire sur ma démarche comme mes textes tentent de l'éclairer sur la sienne. Et ça, c'est très, très rare au cinéma quand on a cette circulation et cet échange. Et vraiment, c'est exactement ça. C'est-à-dire que il me fait part de ses projets, de ses doutes, de ses incertitudes, de ses enthousiasmes aussi, bien sûr. Et je lui fais part de mes réflexions à toutes les étapes de l'élaboration du film. Et je me suis rendu compte que parfois mes propres hypothèses, il les intégrait dans sa création pour le film suivant. Et donc, le dialogue se poursuivait aussi à travers les œuvres. Ce qui est quand même l'idéal, je trouve, des rapports entre alors j'allais dire un critique, mais critique et analyste, pour moi, c'est la même chose. Quelqu'un qui essaye de penser une œuvre, et puis avec l'auteur de l'œuvre. Oui, bah c'est ce que vous dites dès le départ avec la définition du 19e siècle. Mais on va revenir sur ça, hein, parce que c'est un motif important, en tout cas chez vous, la critique de cinéma, l'analyse et tout. Mais je vais quand même me permettre une digression, c'est de votre faute. Hein. Vous avez parlé de Guiguet, oui, c'est de votre faute.
Bah, sachez que nous, en 99, quand on découvre le passager, je crois que Les c'est passagers, les oui. passagers, oui, les passagers, bien évidemment, les passagers, et ben, c'était une belle claque en fac de cinéma, en Doug Art du spectacle en 99. Ça, je tenais à le dire, quand on avait créé cette revue avec des amis qui s'appelait Querelle, et ben, on avait été vraiment surpris parce qu'on ne connaissait pas. Et c'est là qu'on a connu. Et puis, je vais vous dire autre chose aussi, c'est que vous inquiétez pas, on préserve un peu Guiguet parce que moi, enfin, je dis moi, je me permets vraiment cette digression, vous allez comprendre. Et ça rejoint un peu peut-être le livre de Jaime Rosales. Il y a 2-3 ans, je me suis acheté un recueil de critiques de cinéma de Guiguet, mais via le site Rakuten. Donc, c'était une librairie qui me l'a envoyé. Et je reçois le livre. Et attendez, et à l'intérieur, il y avait à l'intérieur une photo d'une jeune femme que je ne connais absolument pas et qui devait, à mon avis, appartenir à quelqu'un. Enfin, la photo en tout cas, le livre à part. Et je me suis dit, mais c'est extraordinairement Guiguet parce que Guiguet Ah tient. oui. Parce que voilà, il y a le réel, c'est le livre, et puis il y a le surréel, cette photo. Donc, ça donne envie de poursuivre en faisant des films. Et je termine, et je finis cette digression, mais je rebondis sur quelque chose. C'est effectivement vrai qu'il y a une relation entre donc lui et vous qui est assez intéressante et qui me rappelle ce petit texte qu'avait écrit, je le dis avec beaucoup d'humilité, Buñuel quand il parlait de Bazin, où il disait c'est peut-être le seul où je vais lire ces textes parce que je sais que je vais apprendre des choses sur mon cinéma en devenir. Et je ne l'invente pas, c'est ce que dit Jaime Rosales à un moment, et c'est ce que vous dites aussi à un moment dans le livre, c'est qu'il y a quelque chose qui fait que Petra, vous dites par exemple Petra, bon bah vous y êtes un peu pour quelque chose. Un peu, oui. Et en plus, ce que vous dites, c'est magnifique que vous ayez découvert Guiguet par Les Passagers. J'ai écrit un livre, figurez-vous, sur ce film. Et c'est le hasard malheureux a fait que c'est son dernier film. Il avait d'autres projets, notamment un magnifique film qui serait appelé Le Printemps du Monde, une sorte de retour des croisades, un peu à la Lancelot du Lac de Bresson. Mais c'est un film toujours actuel, Les Passagers, comme les films de Raimé d'ailleurs. Il y a beaucoup de points communs finalement entre Jean-Claude et Raimé. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce sont des poètes du contemporain. Mais ça voudrait dire quoi, poète du contemporain aujourd'hui? Parce que comme même ce qu'on a appelé, alors je déteste ce mot-là, mais on va l'utiliser pour que les gens comprennent un peu plus quand on dit les cinémas d'auteur, mais je déteste ça, mais on va dire ça, même au sein même de ce cinéma-là, cette poésie contemporaine a changé de sens. Je ne sais pas si c'est un double sens, mais en tout cas, ça a changé. Je ne sais pas si c'est mauvais ou pas, peu importe. Mais ça voudrait dire quoi aujourd'hui, ça, cette poésie contemporaine? Eh bien, c'est la rencontre de deux mots. La poésie, ça vient de très loin. Donc, aussi bien Jean-Claude que Raimé sont nourris par l'histoire de l'humanité. Par exemple, vous avez fait allusion à Petra. Petra, ça vient des tragédies grecques. Sauf que c'est contemporain parce que, par exemple, en l'occurrence, quand il m'a parlé pour la première fois de Petra, il m'a dit ça sera une tragédie grecque, mais dans le désordre. Comme si les actes étaient pas dans l'ordre habituel, c'est-à-dire adaptés un peu au chaos contemporain. Voilà. Et donc, c'est un regard. Pour moi, le poète contemporain, c'est comme Jean-Claude ou comme Raimé. Donc, c'est un regard sur le présent, mais qui vient du fond des âges, finalement. C'est-à-dire que le courant de la poésie vient depuis toujours, quoi. Et c'est cette rencontre qui donne des œuvres tellement, mot que j'aime beaucoup aussi, singulières. Ce sont des créations particulièrement singulière. Il y a une singularité des films de Jaime Rosales dont j'essaye de parler dans mon livre. C'est vraiment ça. Je ne connais pas d'équivalent. Pour moi, d'ailleurs, c'est le plus grand créateur européen. Vraiment, en Europe, je ne vois pas plus inventif que lui depuis le début du XXIe siècle. Et c'est extrêmement singulier. Et chaque film, en plus, vous l'avez remarqué sans doute, chaque film diffère en apparence du précédent. Il n'a pas, par exemple, le côté marque déposée de l'auteur au sens banal du terme. C'est pas un auteur au sens je vais toujours refaire le même film. Absolument pas. C'est pas du tout un Woody Allen européen, Jaime Rosales. À chaque fois, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'a passionné très rapidement, c'est que j'étais surpris par son orientation de la création. Chaque fois, il me surprenait. Étonnez-moi, disait l'autre. Eh bien, il étonne profondément. Et très modestement, d'ailleurs, il m'a dit un jour, tu sais, Philippe, je ne suis pas un auteur puisque je change à chaque film. Et je lui dis, mais au contraire, c'est comme ça qu'on reconnaît l'auteur vivant.
Et il y a quand même une vraie cohérence dans son œuvre. Mais c'est vrai que chaque film, il emploie par exemple un dispositif formel, puisque chez lui la forme, le langage cinématographique, c'est la base même pour lui du métier de cinéaste, de concevoir une forme. Chaque forme est différente. Par exemple, quand je l'ai rencontré pour La Soledad, il prenait un procédé qui avait déjà été employé avant lui, bien sûr, qui est l'écran partagé, ce qu'on appelle le split screen. Sauf que, contrairement par exemple à Brian De Palma, qui en fait un instrument de suspense, lui, pas du tout. Il va intégrer le split screen dans le quotidien. L'écran partagé devient complètement, apparemment, presque imperceptible, sauf à des moments clés du film. Et ce n'est pas arbitraire aussi. Il n'y a aucun formalisme chez lui. C'est pas parce qu'il est la forme qu'il serait un formaliste, pas du tout. C'est adapté au propos. C'est sur la solitude contemporaine, la Soledad, c'est le titre du film. Et puis aussi, c'est sur la question de la violence actuelle, bien sûr, le terrorisme en l'occurrence, dans la Soledad. Mais ce qui est formidable, justement, c'est que il a trouvé l'expression juste. Et à chacun de ses films, il trouve l'expression, la forme juste. Il va pas reprendre l'écran partagé pour un autre film. Il va employer autre chose. Ça peut être un type de focale pour un tir dans la tête. Ça peut être des choix radicaux sur le plan du cahier des charges de Rêve et Silence. Ça peut être donc le désordre apparent du scénario dans Petra. Ça peut être dans Morlaix, son film qui va sortir à l'automne, là, le premier film qu'il a tourné entièrement en France et sur lequel s'achève mon livre. Ça peut être une sorte de jeu buñuélien avec le rapport à la réalité. Chaque fois, vraiment, il invente une forme. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus en art? Oui, mais est-ce que... Oui, et bien sûr. D'ailleurs, le dernier chapitre, on va y revenir après parce que c'est le plus long et j'ai l'impression que vous lâchez beaucoup plus. Là, on est vraiment dans l'intériorité même de ces deux derniers films, de Morlaix et des Tournesols sauvages. Mais est-ce que ça va, est-ce qu'il y a aussi le fait que depuis 20 ans, ces films ont redonné, permettez-moi cette question un peu provocatrice, mais en même temps, l'écriture, la notion, le rapport, le concept, la fabrication est très importante chez vous. Est-ce que ça a aussi stimulé votre écriture? C'est que pendant 20 ans, ce cinéma-là, c'est le seul qui vous permet de repartir depuis le début, de reconsidérer. Est-ce qu'il y a aussi de cela? Oh, j'ai des amours multiples quand même. C'est-à-dire que je ne suis pas fidèle à un seul amour, si je puis dire, en cinéma. J'aime beaucoup Raimé, mais j'aime beaucoup aussi d'autres réalisateurs. Par exemple, pour en citer deux autres, qui aussi m'étonnent et m'émerveillent à chaque film et sur lesquels je pourrais écrire un livre également. C'est en France Alain Cavalier, par exemple, qui lui aussi est un poète singulier. Et en Amérique, parce que l'Amérique n'est pas seulement, comme dit notre cher ami Eugène Green, la barbarie. Il y a aussi des choses merveilleuses en Amérique, c'est Todd Haynes. Et Todd Haynes, qui est un peu le Max Ophuls contemporain, eh bien, il m'émerveille aussi à chaque film. Donc, voilà. Alors, mais en même temps, pour répondre vraiment à votre question, je dirais, bien sûr que l'écriture est nourrie et évolue en fonction des œuvres. Et s'approfondit, s'affermit, se développe. Vous avez cité Bazin tout à l'heure dans son rapport magnifique avec Buñuel. Bazin avait une phrase magnifique sur son métier. Il disait, c'était c'est juste avant sa mort, il y avait une enquête sur le métier de critique et on lui demandait c'était quoi pour lui l'acte critique. Et il disait, eh bien, c'est prolonger les impressions qu'on a reçues du film, prolonger ces impressions pour les donner au public. Voilà, on est des passeurs, comme disait Serge Danet, et je dois dire que quand on prolonge nos impressions à partir d'impressions inédites, extraordinaires, grâce à des films singuliers, eh bien oui, notre écriture progresse aussi. Effectivement, il y a une espèce de parallèle assez émouvant. Page 19, je me permets de lire un extrait. Vous écrivez: par quelques bouts qu'on le prenne, l'art d'écrire est art de mémoire. Comprendre une œuvre, c'est l'amener à la vie une seconde fois par ce qui s'apparente à un pur exercice de remémoration. Si l'artiste a engendré l'œuvre, c'est au critique que revient le mérite d'en ressusciter les contours dans la clarté révélatrice du souvenir. S'aventurer dans les arcanes de l'œuvre, c'est la réanimer au contact de la lumière essentielle du souvenir. Comprendre, c'est
se souvenir. Aussi, toute analyse consciente revient à une expérience du temps. La critique instaure une durée où se recompose celle de l'œuvre, la décomposition d'un tout en ses parties, qui est le propre de l'opération analytique, et se place hors du temps, provoque par contre-coup une synthèse nouvelle, agit de telle façon qu'elle aboutit à une recomposition de l'œuvre dans un temps autre, cristallisation d'un temps retrouvé. Comment vous avez, vous, travaillé à recomposer l'œuvre de Jaime Rosales dans ce livre? Alors, sur la question du temps, je commence par vous dire que ce qui est très beau dans votre citation, c'est une citation à l'intérieur du livre. C'est-à-dire qu'en réalité, je cite un de mes livres précédents. Donc, il y a un jeu. D'ailleurs, même de citer des extraits de texte et tout. Voilà. Et tout, ouais. Et en fait, d'ailleurs, je pense que composer un livre, c'est très proche de monter un film, un long métrage. Et justement, voilà, c'est ce que je pense faire. C'est quand je parle de mémoire, c'est ça aussi. C'est trouver le raccord entre les temporalités pour créer un nouveau temps. Ben, c'est exactement ce que fait un cinéaste, d'ailleurs, dans un film. Hein. Et je crois qu'en effet, un livre, c'est ça. C'est créer un temps de lecture qui se nourrirait d'autres temporalités, finalement. Je crois que c'est ça. Et ce livre, en l'occurrence, qui a une histoire assez étonnante, parce qu'en fait, c'était d'abord un ami qui m'a fait une commande. Je n'avais pas l'idée d'écrire ce livre au départ. C'est un ami qui m'a dit, tu sais, ça serait bien que tu écrives sur un auteur singulier, un auteur d'aujourd'hui, et que tu exprimes un rapport personnel. Parce que finalement, il m'a conduit j'aurais pas pensé, je pense, j'aurais pas osé sans lui, je crois, cet ami qui s'appelle Guilhem Pertuis, sans cette idée, sans cette suggestion qu'il m'a faite, en fait, je crois. C'est-à-dire, oui, aller là où je ne pensais pas aller, c'est-à-dire, en réalité, grâce à lui, j'ai évité, pour moi, l'écueil, le pire écueil, aussi bien dans la création filmique que dans la création littéraire, c'est l'académisme. Refaire les mêmes choses qui ont déjà été faites 100 fois, ça n'a pas de sens. Et je n'ai pas écrit, vous avez remarqué, un livre sur Jaime Rosales, sa vie, son œuvre. Je n'ai pas du tout fait un livre académique. Finalement, la dernière partie, c'est quand même, vous êtes vraiment dans l'intériorité. Hein. On en parlera après de ça. Oui, bien sûr, mais c'est jamais un exposé académique ni universitaire, même si je suis universitaire par ailleurs, mais c'est jamais une intervention de colloque sur le parcours d'un cinéaste, voilà, selon les codes académiques habituels. Non, je suis passé non pas par narcissisme, mais au contraire par volonté de vérité et donc de détachement quelque part. Je suis passé par mon rapport à l'œuvre et mon rapport au cinéaste pour suggérer bien sûr la vie et l'œuvre. Mais donc, alors c'était d'abord donc une suggestion qui m'a été faite hein, d'être dans le subjectif, mais cette subjectivité, donc le livre, c'est en gros, là j'écoute ce livre, c'est la subjectivité d'un critique qui va pendant une vingtaine d'années suivre la vie d'un cinéaste, mais c'est bien entendu autre chose encore. C'est-à-dire que ça, c'est comme le dispositif d'un film de Rosales que je viens de vous décrire. C'est un dispositif, voilà, c'est un rapport subjectif à une œuvre, voilà, comme lui, il peut faire l'écran partagé dans la Soledad, c'est la même chose, c'est un dispositif formel. Et l'intérêt de ce dispositif, c'est qu'il va nous permettre de faire en fait un livre sur, évidemment, l'œuvre d'un auteur, au fond. Mais, vous voyez, de façon indirecte, pas de façon directe. Pour moi, l'indirect, c'est un des plus beaux mots aussi de la langue française. J'ai fait ma thèse sur un autre cinéaste de l'indirect, c'est Max Ophuls. Max Ophuls, il va jamais directement montrer les choses. Il fait comme une partie de billard. Et les boules font différents parcours avant d'arriver au but. Eh ben, c'est très exactement ce qu'il faut faire, je crois. Et c'est pour ça que non, chez Max Ophuls, le plan séquence n'est pas un exercice de style. C'est indirect, comme vous le dites très bien. Et donc, il est organique, il est nécessaire. Chez tous les grands créateurs, on est dans l'incarnation des choses, et l'organique. Et le plan séquence, d'ailleurs, ce qui est magnifique, Petra, par exemple, est composé de plans séquences. Et ça explique d'ailleurs le titre de mon livre, L'Ange écoute, c'est en fait le regard de quelqu'un qui... Le plan séquence de chaque séquence de Petra, c'est le regard d'un personnage qui serait extérieur, mais en même temps
attentif à ce qui se passe. Un ange gardien. Qui serait comme ça. Il avait déjà commencé cette idée dans Rêve et Silence. Il y a déjà quelques plans d'anges, ce que j'appelle les plans anges chez Jaime Rosales, notamment dans un jardin public où le père de la fille qui est morte dans un accident de voiture, sa femme lui a dit « il faut que tu ailles dans ce jardin public ». Elle est revenue. Elle vit de nouveau. Elle est là. Ça, eh bien, la caméra et la présence de la morte, si on peut dire, ressuscitée, de l'ange qu'est la fille, ce plan extraordinaire, eh bien, il va développer ça dans Petra. Eh bien, c'est ça. Ces longs plans, en fait, c'est exactement comme un ange qui verrait, mais aussi écouterait. C'est pour ça que je parle de l'écoute dans mon livre, parce que comme Bresson, je pense que le son est plus important que l'image. Chez Bresson, d'ailleurs, ça s'explique très bien. Je fais une parenthèse parce que là, je suis actuellement en train d'écrire des articles pour un dictionnaire Bresson qui va paraître l'année prochaine. Et j'ai parlé de différentes choses, et notamment, je parlerai du thème de la prison chez lui. Et c'est le fait qu'il a été prisonnier de guerre, Bresson, qui explique qu'il soit tellement intéressé au son, à la dimension sonore. Eh bien, l'ange écoute, pour Jaime Rosales, c'est ça, c'est l'ange, il va non seulement regarder avec un regard de compassion le personnage, mais il va l'écouter. Eh bien, finalement, c'est exactement ce que fait un grand cinéaste qui va écouter avec beaucoup de délicatesse les personnages qui sont devant sa caméra. Mais là, vous parlez aussi de battement de cœur. Quand vous commencez à nous expliquer pourquoi l'ange écoute, pourquoi ce titre-là, il y a cette espèce de battement de cœur. Est-ce que c'est lié aussi donc effectivement au rythme, à la musicalité, voilà. Musicalité d'une musique qu'on n'entend pas vraiment, mais qu'on entend autrement peut-être. Qu'on entend par l'image d'ailleurs. Vous avez le chic de trouver les mots essentiels. Musicalité pour moi c'est un terme qui va bien au-delà du son. La musicalité c'est l'art même du cinéma. C'est-à-dire le cinéma, qu'est-ce que c'est? C'est travailler le temps. Tarkovsky le disait très bien aussi. Travailler le temps, c'est-à-dire faire des modulations, trouver un tempo, changer de tonalité. C'est ça la véritable. Par exemple, chez Max Ophuls, la musicalité, elle est d'abord dans le travelling. Et ben c'est exactement comme ça. En gros, le son et l'image échangent leur qualité. Et c'est particulièrement vrai chez Jaime Rosales. Et est-ce que alors, pardonnez-moi cette question basique, mais si vous en parlez. D'ailleurs, attendez, on va faire mieux que ça. Je vais vous lire. Alors là, vous parlez de la Soledad, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, je crois que vous parlez de la Soledad. Oui, vraiment, c'est ça. Vous écrivez, si un tel film, donc ça, c'est, vous citez, je crois, un de vos articles, et vous mettez, si un tel film peine à trouver son public au cinéma, c'est qu'il ne correspond guère à l'attente d'un consommateur de films post-modernes, entre parenthèses, rien de plus éloigné de la démarche ascétique de Rosales que les exercices de connivence d'un Tarantino, un Kitano ou un Ozon. Ça sera l'effet d'une autre émission, on va pas en désaccord, mais bon, mais c'est pas le problème, on s'en fout. Allez, pardonnez-moi, on refait la pour s'aventurer dans une salle projetant un tir dans la tête. Oui, c'est ça, c'était un tir dans la tête. Ah, d'accord. Pardon. Voilà, c'est moi qui me suis trompé. Il faut avoir le goût de l'expérience, c'est-à-dire croire encore à une certaine idée du cinéma et de la cinéphilie. Penser que la projection relève de la rencontre, même la plus indécise, la plus opaque. C'est très important tout ça, parce que on va parler du public. Il faut en parler, c'est important, parce vous parlez d'une certaine idée du cinéma, de la cinéphilie, et puis surtout, en fait, il faut qu'il soit exigeant, l'exigence. Mais est-ce que tout ça ne sont que des mots, c'est une espèce de banalité? Est-ce que dire ça, c'est aussi peut-être, sans le vouloir, prendre le cinéma de Jaime Rosales et le mettre dans une espèce de niche, alors qu'au fond, non, il faudrait peut-être pas faire ça. Enfin, je ne sais pas comment si je suis clair, mais je sais que c'est pas votre objectif, mais en faisant ça, est-ce qu'inconsciemment, on finit par mettre ce cinéma dans une case un peu, élitiste, quelque chose de ce genre? J'espère que non. Non, parce qu'en fait, en vous écoutant, je me disais finalement ce qu'il faut faire comprendre, le message qu'il faut faire passer, si on peut dire, c'est que ce qui compte, c'est l'être et pas l'avoir. C'est-à-dire que ce qui va pas dans le cinéma, entre guillemets, commercial, c'est que c'est un pur acte de consommation.
J'étais par exemple, j'avais 2 heures à perdre récemment dans un centre commercial. Je suis allé voir un film dans un multiplex comme j'en avais jamais vu, avec aussi d'ailleurs par exemple des places numérotées, réservées. Ça, j'ignorais que depuis le Covid, maintenant c'est le système. Bon, et je me suis senti vraiment dans un monde de pure consommation. Alors que quand on est, à mon avis, on doit être devant un film exactement comme devant une personne. On ne consomme pas quelqu'un. On va entretenir une relation avec lui. C'est-à-dire, ça va passer par des questions de l'être et pas de l'avoir. Tout est là. Et donc, pour moi, un film de Raime, il est dans cette idée d'un échange d'existence. Quand je parle d'exigence, je veux parler juste de cette question de l'être et pas de l'avoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la consommation. En gros, c'est ça. Il faut oublier que le cinéma est aussi un processus de digestion, de consommation, où on jette les objets films après les avoir consommés. Non, ça, un film de Jaime Rosales, il reste dans l'esprit, comme chez vous, Les Passagers de Jean-Claude Guiguet est resté dans l'esprit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très exactement ça. Vous avez ressenti qu'il y avait là des choses qui vous touchaient en profondeur et qui continuent aujourd'hui, je pense, 20 ans après de vous toucher. Ben, je crois que c'est exactement aussi ça ce que j'attends de Jaime Rosales. Dans son ensemble, Jaime Rosales, le cinéma de Jaime Rosales, ça dit quoi finalement? Est-ce que ça dit uniquement que des choses liées à la société dans laquelle il vit, c'est-à-dire la société espagnole, voire européenne, ou est-ce que c'est beaucoup plus complexe que ça? C'est beaucoup plus complexe que ça, puisque c'est un grand auteur. Donc, non, c'est les questions essentielles dont il traite. L'amour, la mort, la vie, c'est vraiment les questions essentielles. Alors, il peut faire un film sur une société précise. Par exemple, c'est vrai que La Belle Jeunesse ou Les Tournesols Sauvages, qui sont pour moi des films mineurs d'ailleurs de Rosales, sont des films sur la société espagnole. En apparence, du moins, en apparence, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. Mais ces œuvres essentielles, comme donc La Soledad, comme Rêve et Silence, comme Petra, ou maintenant comme Morlaix, ça touche à l'humanité en général. C'est de l'humain dont il est question, quelle que soit, j'allais dire, l'époque et la société. Ça va bien au-delà de notre présent. C'est pour ça que dans un siècle, il y aura certainement des +chercheurs qui écriront sur son œuvre parce que ça n'aura pas passé de mode. C'est comme pour Guiguet ou pour Ophuls plus anciennement. Ils sont éternels parce qu'ils parlent de l'humain dans ce qu'il a de plus profond. Comment, là, c'est une question que vous en parlez un peu dans le livre, mais j'ai envie de vous entendre. C'est différent quand on l'écrit et l'oral. Oui. Enfin, je vais vous poser une question qui est extrêmement simple, peut-être même un peu simpliste, mais peu importe. Allez-y. Comment Jaime Rosales, quand il est face à vous, qu'il vous parle, quand vous parlez, comment il vit le cinéma? Alors, ce qui me frappe à chacune de nos rencontres, c'est sa simplicité, sa justesse, sa modestie. C'est une vérité. Il est là, il est présent, il est juste. Ça me frappe beaucoup. Il est très humble. C'est très. Et puis en plus, il s'exprime avec un français parfait. Et je dois dire que ça m'impressionne beaucoup. Alors, je sais qu'il a fait le lycée français de Barcelone, mais c'est quand même très impressionnant. Et il a écrit en français la préface à mon livre, et c'était très beau. Et il a mis en quelques pages, mais un peu, j'allais dire, il a condensé dans les quelques pages de ma préface à mon livre L'Ange écoute, il a concentré ce qu'il dit dans un livre entier, dans La caméra et la plume. Et je tiens d'ailleurs à préciser que j'apprécie beaucoup la traduction de François Géal, parce que le livre, bien sûr, alors là, a été publié en Espagne, le sien, il y a quelques années. Il l'a écrit au moment où il travaillait sur Petra. Et le traducteur français, François Géal, a fait un travail exemplaire, et ça compte quand même beaucoup la traduction dans ces histoires-là. Voilà. Pour La Soledad, page 25, à un moment, vous dites « Rarement un film présent aura trouvé des réponses aussi appropriées aux deux défis majeurs du cinéma, assumer les fonctions de constat et de proposition ». Est-ce que vous pourriez nous en dire davantage sur ces deux fonctions du cinéma?
Ah ben, le cinéma, il est dans le constat, c'est, j'allais dire, l'aspect néo-réaliste du cinéma. Le cinéma, c'est un, c'est le témoin. On en revient à l'ange qui regarde le monde. Voilà, c'est ça. Il y a une espèce de transparence, comme disaient des gens comme Amédéef ou André Bazin. Il y a voilà, il y a un côté néo-réaliste là, dans le cinéma. Voilà. Donc le constat. Mais effectivement, il y a aussi la proposition, c'est-à-dire qu'il y a un regard. C'est pas seulement passif, si on peut dire, c'est aussi actif. Il y a une dialectique, d'ailleurs ce que je trouve absolument merveilleux, c'est que dans toute œuvre vivante, il y a de la dialectique, il y a du paradoxe, il y a de l'amphibologie, il y a quelque chose de l'ordre de l'oxymore dans toute création. Actif et passif, ça va ensemble. Donc, il y a une notion par rapport à l'attitude créative. Il y a une notion à la fois, effectivement, de constat. C'est-à-dire qu'il a, par exemple, dans Un tir dans la tête, on ne peut pas aller plus loin dans l'idée de constat que dans ce film, puisqu'on observe à distance un homme qui a l'air tout à fait ordinaire et on comprend seulement vers la fin que c'est un terroriste. Voilà. Mais c'est le constat à l'état pur, puisque comme la caméra est très loin du personnage, il n'y a pas de dialogue dans ce film, vous voyez, sauf un tout petit échange dans un restaurant d'autoroute, mais sinon il n'y a rien. Il n'y a pas de dialogue. Vous imaginez cette audace, c'est du constat pur. Et en même temps, il y a de la proposition, puisque se placer dans ce type de dispositif, c'est une proposition. Dans Morlaix, Morlaix est entièrement fait sur l'idée de constat et de proposition, là aussi. C'est-à-dire, on regarde ce qu'est l'adolescence aujourd'hui, c'est ça en l'occurrence l'adolescence française en province, vous verrez, et en même temps, il va se passer des choses incroyables qui sont de l'ordre justement de la proposition à la fois formelle et humaine. Oui, parce que le film, on le verra, enfin, on verra un peu plus tard, je crois que vous l'avez dit, je crois, en juin 2025, c'est ça ou en principe, fin septembre. Fin septembre, d'accord. Voilà. Alors, on va revenir à ça tout de suite. Juste, je rappelle, je ne l'ai pas fait assez souvent, et c'est bien dommage, c'est que les deux livres, donc d'abord, donc L'Ange écoute de Philippe Roger et La caméra et la plume de Jaime Rosales, c'est donc deux livres qui sont édités chez Libelle. Et dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous tombez sur la page dédiée des deux livres si vous voulez vous les procurer. Alors, quand on lit votre livre, donc on vous accompagne dans la manière que vous avez de progressivement peut-être dompter cette écriture face au cinéma de Jaime Rosales. Et vous dites tout, vous revenez sur des textes, même il y a un texte, vous revenez sur un paragraphe qui a été refusé, vous mettez... Pour quelqu'un comme moi qui adore la cuisine interne, c'est un plaisir. Donc, on avance progressivement. Et puis, d'un seul coup, c'est la dernière partie. Oui. Là, c'est comme si, en fait, le livre vous disait, c'est bon, maintenant, alors, je me permets de vous tutoyer pour le coup. Tu es arrivé au bout. Maintenant, détache-toi de tout ça. Écris. Et là, on a à peu près plus de 20 pages où là, vous allez même dans l'intériorité même d'un plan et d'une séquence. Et moi, j'adore ça. Donc, Mais là, ce qui m'intéresse, c'est donc d'une part, pourquoi à ce moment-là, ces deux films, Les Tournesols sauvages et Morlaix, surtout Morlaix, vous donnent cette envie-là. Et puis, est-ce que et puis Cuisine interne, est-ce que c'était une évidence pour vous de finir sur cette manière d'écrire? Eh bien, on a parlé tout à l'heure de l'idée de mémoire, c'est exactement ça. Finalement, mon livre, L'Ange écoute, c'est arriver au temps présent. Et pour arriver à la dernière partie, Morlaix, c'est-à-dire le présent de la création de Jaime Rosales, il m'a fallu tout le chemin, comme je dis en citant la dernière phrase du Pickpocket de Bresson, tout ce chemin qu'il m'a fallu, c'est l'itinéraire, les 20 années au préalable. Il fallait que je fasse ce chemin dans la mémoire pour arriver, et vous l'avez très bien senti, à cette sorte de libération de l'écriture qui est bien entendu le rapport au présent. Et c'est très exactement ça. Parce que finalement, ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie, je me suis dit, par exemple, quand j'ai vu en projection de presse Le Sacrifice de Tarkovsky, je me suis dit, je suis synchrone dans l'histoire du cinéma avec un événement. Voilà. Ou quand j'ai vu la première projection à Cannes de L'Argent de Bresson, je me suis dit, je suis synchrone avec quelque chose. Voilà. Le présent. Il y a des moments où on se sent synchrone. Eh ben voilà, Morlaix, je suis synchrone, c'est au présent. Donc l'écriture, vous l'avez ressenti comme une libération, je vous comprends. Vous êtes contemporain de Morlaix, c'est ce qu'on dit souvent. Morlaix réunit... Oui, pardon. C'est ça.
Non, non, c'est ça. Page 140, donc je me permets, parce que vous en avez parlé là à l'instant, vous écrivez « Morlaix réunit tous ces aspects avec une aisance et une densité que je n'avais pas rencontrées depuis ma jeunesse. Il y a des rencontres décisives, ce film en est une. Je m'en rends compte seulement maintenant, après tout ce chemin. » Et là, italique, la citation, « Pour aller jusqu'à toi, quel drôle de chemin il m'a fallu prendre. » Voilà, ça clôture. Auquel de Bresson. Voilà. Voilà. Je répète, hein, L'Ange écoute et la caméra et la plume, c'est édité chez Libelle. On a bien évidemment, et je m'amuse à le dire, on a parlé de 0,01% de ce qu'il y avait dans le L'Ange écoute. Donc maintenant, il va falloir être curieux et curieux. Il faut vous le procurer. Et c'était vraiment un plaisir de vous écouter. Et voilà. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe. Merci beaucoup. Et alors, à prochainement pour L'attrait des larmes, où vous verrez que je continue cette même idée qui est finalement l'acte d'amour par l'écriture sur l'œuvre. Ah bah, hâte. Merci à vous en tout cas. Bonne journée. Merci Samir. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my three good companions.